Donc, la veille juridique, comme d'habitude, ce sont que des extraits. Si vous voulez la consulter, vous pouvez le faire, bien évidemment. Donc, un premier décret relatif aux conditions d'établissement des certificats de décès par les infirmières. Je vous en avais déjà parlé il y a un an pile, et c'était en cours d'expérimentation. Là, l'expérimentation est finie et les résultats sont concluants. Donc, les infirmières vont pouvoir établir des certificats de décès lorsque le médecin n'est pas disponible ou qu'on manque de médecins. Il faut pour cela que l'infirmière soit titulaire d'un DE depuis au moins 3 ans, qu'elle ait validé une formation spécifique. Le Conseil national des infirmières tiendra à jour la liste des infirmières qui sont formées et cette liste sera publique. Les infirmières pourront établir des certificats de décès pour des personnes majeures, sauf si la mort est violente. À ce moment-là, elle devra contacter les services d'aide médicale d'urgence. Si le certificat est établi, elle préviendra à ce moment-là le médecin traitant si elle possède les coordonnées. Si c'est dans un établissement, l'infirmière prévient le médecin coordonnateur ou le médecin responsable, plus le directeur de l'établissement ou du service. Et si elle ne parvient pas à établir les causes du décès, elle fera appel à un médecin. Un arrêté relatif à la formation des infirmières pour l'établissement des certificats de décès. Il y aura un enseignement obligatoire qui comportera les statistiques sur les causes de décès, l'examen clinique, un module administratif et juridique et un module d'information. Un enseignement facultatif, qui est une séance de supervision réalisée au moins 3 mois après l'obtention de l'attestation. La durée de la formation est de 12 heures, répartie en 1 journée et demie ou en 3 demi-journées. L'examen, c'est un examen par QCM et l'attestation sera délivrée par l'organisme de formation. Un arrêté modifiant celui de 2019 qui fixe les critères de sélection des donneurs de sang. Donc là, je n'ai pas pu vous faire un résumé parce que c'est un peu long, mais c'est très intéressant. C'est des choses qu'on peut même changer et puis des questions qui peuvent nous être posées, notamment. Alors, c'est réparti pour les risques, bien évidemment, pour le receveur, suite à des traitements, des vaccins, des antécédents de contexte infectieux, de gestes techniques, les antécédents de palu et de toxo. Par contre, une grande nouveauté, c'est que les patients qui étaient porteurs d'une hémochromatose génétique, ils ne pouvaient pas donner leur sang. Maintenant, ils peuvent. Donc, si les déplétions sanguines sont régulières, parce que des fois, c'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, à ce moment-là, c'est autorisé. Le don est autorisé sous réserve d'une information du patient et de son consentement éclairé, bien évidemment. Et à ce moment-là, on appellera ça un don saigné. Il y aura des sites de collecte dédiés et ça se fera sur prescription médicale par le médecin qui assure le suivi du patient. Un décret fixant les règles déontologiques propres aux professionnels de santé des armées. Donc, résumé très difficile, 94 articles, mais c'est intéressant à lire. Un arrêté du 29 avril 25 qui fixe le nombre d'étudiants du 3e cycle des études médicales autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale au titre de l'année universitaire 2025-2026. Donc là, je vous donne pour information, ça c'est à consulter parce que vous avez toute une série de tableaux en fonction des régions. Donc si vous êtes concerné ou si ça vous intéresse, je vous invite à les consulter. Voilà, c'est sorti. C'est un journal officiel. Voilà, merci.